Sébastien, vous recevez votre invité politique aujourd'hui. Vous recevez Manuel Bompard, député européen de la France Insoumise. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Bienvenue dans le studio d'Europe 1. Merci d'être avec nous ce matin. Les universités d'été de la France Insoumise s'ouvrent donc aujourd'hui. Et pour le week-end, ce sera sans Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu la surprise du chef. Comment vous comprenez ça ? Je le comprends très bien, puisque Jean-Luc Mélenchon avait fait la demande de pouvoir visiter Lula, vous savez, qui est l'ancien président brésilien qui a été mis en prison par son opposant politique. Pour corruption ? Alors ça, c'est les faits qui lui sont reprochés, mais il y a eu des révélations il n'y a pas très longtemps qui démontraient que celui qui est maintenant le ministre de la Justice de Monsieur Bolsonaro au Brésil avait été impliqué dans cette affaire. Et les accusations qui sont reprochées à Lula sont très fortement contestées par Lula, qui depuis le début dit qu'il est totalement innocent. Et en réalité, de mon point de vue, il y a une instrumentalisation au Brésil de la justice à des fins politiques. Bref, Jean-Luc Mélenchon avait fait cette demande de pouvoir le rencontrer, et cette demande de rencontre a été acceptée, donc il a souhaité l'accepter, et je trouve que c'est très positif pour nous. Jean-Luc Mélenchon a pu voir le président mexicain pendant l'été, et puis là, il va voir l'ancien président brésilien. Ça démontre à ceux qui pensent que Jean-Luc Mélenchon était fini, que je crois qu'il a une stature internationale que personne ne peut contester. On peut quand même se poser la question si c'est pas un signal envoyé quand même de prendre un peu de champ, laisser un peu la main. Dans tous les cas, la France Insoumise est une force politique qui ne repose pas que sur Jean-Luc Mélenchon. Et c'est ça le message aussi. Je pense qu'en tout cas, le fait qu'il ne puisse pas être là ce week-end va démontrer aussi qu'il y a à la France Insoumise une nouvelle génération que Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs contribué à faire émerger, et qu'elle est tout à fait en capacité d'animer, de faire vivre ce mouvement qui, je crois, a toujours des raisons d'exister, toujours plus fortes pour la lutte contre les inégalités, la prise en compte du changement climatique, la nécessité de la rénovation démocratique du pays. Et voilà, ça c'est tous les combats et les sujets sur lesquels on va discuter ce week-end. Vous êtes toujours convaincu à 100% que Jean-Luc Mélenchon est le meilleur leader pour votre camp aujourd'hui encore ? En tout cas, je pense qu'il est celui qui a amené la France Insoumise à près de 20% des voix à l'élection présidentielle. Et il reste pour la France Insoumise une voie de référence. Alors après, il y a d'autres voix qui ont émergé, et je crois que tout ça est très positif, que plus on sera à être identifié dans la population pour porter ces idées. Là, on ne parle pas d'intérêt partidaire, c'est pas le sujet. La question, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, c'est important qu'il y ait une force politique qui défende la prise en compte de l'impératif écologique, le fait qu'on lutte contre la pauvreté et qu'on partage mieux les richesses, le fait qu'on prenne en compte le fait que 50% des gens aujourd'hui ne votent pas aux élections européennes, que les gens se disent que de toute façon la politique ça sert à rien. Est-ce que c'est important qu'il y ait une force politique qui porte ces questions-là ? Moi je crois que oui, et Jean-Luc Mélenchon est une voix forte de la France Insoumise, et je crois que c'est positif pour la suite. Jean-Luc Mélenchon, donc, qui avait attiré 7 millions de votants au moment de la présidentielle. Pour les européennes, un peu plus d'1,4 million, 6% seulement des voix. C'est aussi l'un des gros sujets, j'imagine, de vos universités d'été. Comment le rebond est possible ? Oui, bien sûr. On a toujours dit, on a assumé le fait que ce résultat n'était pas à la hauteur de nos attentes. Mais je crois que le principal enseignement de ces élections européennes, c'est qu'il y a une personne sur deux aujourd'hui qui se reconnaît pas dans le système politique tel qu'il est aujourd'hui, et qui a l'impression finalement que la politique ne pourra pas changer sa vie. Et nous, la France Insoumise, nous voulons convaincre au contraire qu'il est possible de faire autrement que ce que fait le président de la République aujourd'hui, que quand la France est recordman d'Europe du versement de dividendes, c'est possible de faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul pauvre dans notre pays, que quand l'urgence écologique est telle qu'on a 10 ans pour agir, il est nécessaire de changer la manière avec laquelle est organisée l'économie. Vous voyez, ces grandes questions-là, ces grands sujets, ils sont toujours devant nous. Et si la France Insoumise n'a pas fait le score attendu aux élections européennes, ça n'empêche pas que ces questions-là, elles n'ont pas été réglées. Et qu'on a besoin d'une force politique pour les régler. Et moi, j'essaye de convaincre les citoyennes, les citoyens que la France Insoumise peut être cette force politique-là. Les affaires, ça a joué aussi au moment des européennes. On a entendu Jean-Luc Mélenchon être critiqué, y compris dans son propre camp, au moment des tensions, la fameuse perquisition à la France Insoumise, ce qui va lui valoir une comparution au tribunal au mois de septembre. Il y a aussi les enquêtes sur le financement de la dernière campagne et les assistants parlementaires. On a l'impression que les nuages s'accumulent aussi au-dessus de la tête de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, c'est ce que vous appelez les affaires, de mon point de vue, relèvent là aussi, on parlait du Brésil tout à l'heure, d'une forme d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Tout ce qui est reproché à la France Insoumise n'est sans fondement, et j'espère qu'on va pouvoir le démontrer dans les procédures qui arrivent. Nous, on a toujours collaboré avec la justice, on a donné tous les éléments qui avaient été
demandé. Le jour de la perquisition, je suis pas sûr qu'on puisse dire nous ça. Nous l'avons fait. Vous savez, la perquisition s'est déroulée, mais là, vous avez dit vous-même qu'il y aura un procès pour l'attester et le démontrer. Mais je crois qu'on a été victime d'une persécution, d'un régime d'exception à l'égard de la France insoumise, sur lequel aucune autre force politique n'a été victime d'un tel déploiement de force. Et donc, sans doute que cette image-là ne nous a pas été favorable pour l'élection européenne. En tout cas, moi, j'espère que les citoyennes et les citoyens comprendront que c'est pas le problème de la France insoumise, c'est la question de la démocratie. C'est pas normal que quand on va perquisitionner une force politique d'opposition, on puisse le faire sans aucun contrôle de la justice indépendante et sur la simple voie du parquet, parce que les perquisitions dont vous parlez étaient décidées par le parquet, c'est-à-dire directement sous la tutelle du ministère de la Justice. Et ça, c'est un problème démocratique. Si vous voulez faire en sorte que notre démocratie soit en bonne santé, il faut que les forces d'opposition soient protégées d'un point de vue de leur liberté démocratique. Alors, il y a des voix qui s'expriment à gauche, y compris dans votre camp, y compris au PS. On entendait Luc Carvounas ici même hier matin, qui en appelle à une nouvelle union de la gauche qui dépasserait les différents partis. Vous rejetez toujours ce scénario? Un nouveau front de gauche avec y compris le PS, enfin une grande alliance de gauche, c'est possible? Non, mais j'ai entendu Luc Carvounas, il a dit que la proposition qui a été formulée par Jean-Luc Mélenchon, qui s'appelle la Fédération populaire, était une proposition positive. C'est ce qu'il a dit hier à votre micro. Qu'est-ce que ça veut dire, cette Fédération populaire? C'est l'idée que si on pense qu'on va résoudre les problèmes que j'ai cités tout à l'heure, sociaux, écologiques, démocratiques, par un simple accord entre les appareils politiques de la gauche, je pense qu'on se trompe totalement. Il y a un tel niveau aujourd'hui de défiance entre les citoyens et la politique que si on veut rétablir un lien de confiance, il faut aller au-delà d'accords d'appareil. Il faut au contraire que les forces politiques se mettent au service des citoyennes et des citoyens qui décident de se mettre en mouvement. Il y a des élections municipales, par exemple, qui vont venir l'année prochaine. Je ne crois pas que ça sera par des accords à l'ancienne où on se répartit les places sur la liste qu'on va pouvoir répondre aux problématiques qui sont posées. Il faut que les citoyennes, les citoyens qui se mettent en mouvement à l'image de ce qui s'est passé cette année avec la mobilisation des Gilets jaunes voient qu'ils ont derrière eux en soutien les forces politiques d'opposition. Et donc notre désaccord, c'est pas de savoir si on peut travailler avec d'autres. C'est est-ce qu'on travaille juste dans le cercle fermé des appareils politiques ou est-ce qu'on se met au service des dynamiques citoyennes qui se mettent en mouvement? Moi, je suis partisan de ça. J'ai entendu que Luc Carvounas trouvait aussi que c'était une bonne idée. Je trouve ça positif. Et après, il y a une deuxième question, c'est notre rapport au macronisme. Parce que pour faire progresser cette offre politique-là, elle doit être clairement en opposition à la politique gouvernementale. Et le Parti socialiste, malheureusement, n'a toujours pas clarifié son positionnement. Luc Carvounas l'a fait, c'est positif, mais tout le Parti socialiste ne l'a pas fait. Alors, il y a quelques sujets et quelques réformes prévues pour la rentrée qui devraient pouvoir vous rapprocher. La réflexion autour de la réforme des retraites. Notamment, le gouvernement annonce une grande consultation citoyenne. C'est une façon de temporiser un peu? C'est positif pour vous? Non, enfin, vous savez, les consultations citoyennes du gouvernement, on a vu qu'est-ce que ça voulait dire. Ça voulait dire un grand blabla qui dure pendant des mois, un président de la République qui s'offre un temps de parole médiatique extrêmement important pour à la fin des décisions qui n'ont rien à voir avec ce que les gens ont demandé dans la consultation nationale. Donc je crois que tout ça n'est pas très sérieux. La réalité, c'est que... Vous pensez que derrière, la réforme est déjà écrite et que ça change rien? Bien sûr, elle est déjà écrite et en plus, elle est d'une mystification totale. Emmanuel Macron, c'est l'embrouilleur public numéro 1. C'est-à-dire, il vous dit non, l'âge légal de départ à la retraite, on va pas le modifier, mais on va mettre un âge pivot au-delà, en dessous duquel vous aurez pas l'ensemble de vos annuités. Donc tout ça n'est pas sérieux. En réalité, il veut reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ans, c'est-à-dire davantage que l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays, qui est à peu près de 63 ans et demi. Et je pense que ça, c'est une grave erreur. Que vous savez, en France, les salariés sont aujourd'hui 3 fois plus productifs que dans les années 70. Donc il y a de l'argent pour faire en sorte qu'on puisse travailler moins dans la journée, dans la semaine, dans la vie, parce que on va pas s'user toute notre vie au travail. Et que c'est pas normal que quand on a bien travaillé toute sa vie, on puisse pas prendre un petit peu de moment pour en profiter. Manuel Bompard, un dernier mot sur le contre G7, ce contre-sommet altermondialiste qui se tient à Biarritz cette semaine en attendant le G7. Il y a des manifestations qui sont prévues, l'une est autorisée, d'autres ne le sont pas. Est-ce qu'il faut maintenir par exemple ces manifestations non autorisées au risque que ça tourne à l'affrontement avec les forces de l'ordre? Moi, je me range derrière la position de ceux qui organisent le sommet alternatif.
Et ceux qui organisent le sommet alternatif, ils disent nous voulons protester, manifester, mais nous voulons le faire dans le calme et dans un cadre pacifique, et nous mettons à distance toutes les formes de violence. Je pense que c'est une position raisonnable, et je regrette que le gouvernement en réalité ait fait monter le niveau de tension, par exemple en n'invitant pas les acteurs associatifs à participer au G7, en mettant en exergue un dispositif policier complètement disproportionné. C'est normal qu'il y ait des gens qui contestent le G7. Moi, je conteste le G7, donc je considère que c'est un cadre Il y a une manifestation qui est prévue. légitime. Et j'espère que ces manifestations se dérouleront dans le calme. Il y a quand même une grande hypocrisie autour de ce G7. Demander au G7 de lutter contre les inégalités, c'est un peu, si vous voulez, demander à Monsanto de lutter contre les pesticides. Vous voyez, tout ça n'est quand même pas très sérieux. Ces pays-là sont les pays qui sont facteurs d'inégalité. Et je pense que c'est pas eux qui vont résoudre le problème. Pour résoudre les problèmes internationaux, il y a un cadre, ça s'appelle l'ONU. C'est là où la légitimité internationale est représentée, où tous les pays sont représentés. Nous sommes 7 milliards d'habitants, c'est pas à 7 pays de décider pour tout le monde. Merci Manuel Bompard d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes député européen, vous menez la délégation de la France Insoumise au Parlement européen. Bonne journée. Sébastien.